Est-ce que tu t'es déjà écouté Oui, dans un casque? Quelques enregistrements de voix. Ok. Mais pour une autre de mes passions, on en parlera une autre fois. C'est pas la Ah, même. mais incroyable. Ok. J'adore. Je vois dans les yeux l'interrogation. Pour la prochaine saison. N'avait-il pas une passion? C'était un connaisseur, mon père, un grand passionné d'art et de brocante. Il a aussi une passion pour les poissons japonais. Et pas commun. Puisque cette passion m'aide à vivre, pourquoi m'en priverais-je? Alors tu nous racontes tout ça, puis on va faire dodo, parce que basta, hein? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Saveur Passion pour ce nouvel épisode. Je suis toujours avec Antoine. Ça va Antoine? Ça va toujours, en pleine forme. Nickel, prêt à rencontrer un nouveau passionné? Oui, toujours un plaisir. Donc on accueille aujourd'hui Laurent. Bienvenue Laurent dans Saveur Passion, le podcast qui part à la rencontre des passionnés. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci de venir, de nous faire confiance déjà. Antoine, comment est-ce que je connais Laurent? Parce que tu ne connais pas Laurent. Non, a priori on s'est jamais vu. Voilà. Alors, contrairement à Cora que tu avais un peu reconnu, enfin pas reconnu, non, mais pas vu. tu connaissais son nom quoi. Exactement. Laurent, je l'ai rencontré d'une manière assez impromptue. On ne se connaissait pas du tout et c'était un ami d'amis, et on a fini par discuter de sa passion au restaurant, voilà, pendant assez longtemps. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous mangiez lors de cette première rencontre au restaurant? On mangeait des trucs super bons, parce que c'est un restaurant super bon à Orléans. Et on devait manger de la courge, quelque chose comme ça, parce que c'était en fin d'année. Oh. Je mange beaucoup de courges en fin d'année. Je ne me souviens plus trop, mais peut-être bien, ouais. Donc, Antoine, tu as écouté le son du dernier épisode. Effectivement. Donc, Laurent ne sait pas ce que j'avais mis comme indice. Ouais, et moi, je ne sais plus ce que j'ai dit, alors que pourtant, on a enregistré il n'y a pas si longtemps. Non, il y a vraiment... Mais le son était très court. Très court et difficile à identifier. Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à trouver quelque chose de précis à dire. Ouais, c'était large exprès. Je pense, pour que ça reste un petit peu en surprise. Est-ce que, Laurent, tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on va parler d'une passion qui revient de mon enfance, une passion de volaille, des poules. Oh, voilà. Effectivement, j'étais, je pense, très loin de ça. Ça m'étonnerait que j'ai dit poule au volaille. En fait, je pense que le son était autour de la beauté. Et donc, Laurent participe à des concours de poules. Et en fait, c'est tout ce qui est autour de beauté avicole, c'est ça? C'est ça. De beauté avicole? Oui, parce qu'avicole, c'est référence aux poules, c'est ça? Exactement, l'aviculture. Okay. Et effectivement, ma passion des poules m'a amené jusqu'à les présenter dans des concours, dans des expositions qui existent. Et effectivement, des poules pour leur côté, pour l'ornement, en fait, pour leur côté, leur beauté. Et donc voilà, c'était ça l'indice alors. Le côté de la beauté, effectivement. Voilà, je voulais faire paraître le côté beauté pour pas laisser paraître le côté poule. Mais au-delà de la beauté, en fait, ça va être en fait tous les critères d'une race d'une poule à respecter dans le concours. Voilà, si je le décris de manière un peu simple. Elles ont des critères à respecter pour pouvoir atteindre l'idéal dans la race. Chaque race a ses critères, ce qu'on appelle un standard, c'est le terme technique. Et les juges dans ces expositions vont venir dire si effectivement les critères sont atteints ou pas, et ça permet de fixer ou de faire évoluer la race dans le standard de beauté. Alors, première question qui me vient, parce que je ne savais pas, je ne connais aucun nom de race de poule. C'est quoi les différents des noms de races de poules? Surtout qu'il a une race spécifique, Laurent, sur laquelle il a quelque chose d'ailleurs dans son sac qu'il peut nous montrer. Oui. Oh là là. Voilà. Laurent a reçu un certain prix. Oh, super champion de France. Wyandotte. Alors en français on va dire Viandotte. Voilà. Ok. Mais effectivement il y a différentes. Alors effectivement c'est américain, donc ça se prononce effectivement de différentes manières. Et voilà, ça c'est la race que j'élève moi, mais je pourrais en élever d'autres races. Enfin, après j'expliquerai peut-être pourquoi cette race-là, mais en tout cas il en existe des dizaines et des dizaines de races de poules. Et notamment en France on a beaucoup de races
des races qui sont en voie d'extinction, certains se battent pour pouvoir les conserver. Alors moi, c'est une race américaine, d'origine américaine, mais qui est là depuis la fin du 19e siècle. Elle est arrivée en France, donc elle est vraiment bien implantée dans notre territoire depuis très longtemps. Et c'est une race, moi, en race naine, qui est vraiment une race ornementale, puisque pour la consommation, elle a peu d'intérêt. Ok. C'est vraiment pour sa beauté qu'on la recherche. Exactement. Alors moi, j'élève une couleur bien particulière, en blanc immaculé. Une petite poule, en fait, c'est pour, si je veux, pour montrer un peu, pour expliquer comme ça, c'est une petite poule qui est petite taille, qui est à peu près cette taille-là, une taille un peu d'une assiette, qui est toute ronde. Ok. Elle a une petite crête qui est vraiment collée au crâne, bien rouge, une face bien rouge. Elle est très blanche, donc elle a le bec jaune et les pattes jaunes. Donc elle a ce petit contraste de couleurs et cette blancheur qui trouve qu'elle est particulièrement belle. Mais enfin, il y a d'autres races et d'autres couleurs qui sont aussi sympas. Mais voilà, moi je me suis spécialisé dans une couleur de cette race-là. Ok. Ah oui, c'est pas seulement la race, c'est la couleur dans... Exactement. Okay. Mais après, certains éleveurs vont enlever des dizaines de races et des dizaines de couleurs. Bon, après, ça dépend de son espace, mais je pourrais peut-être aussi en parler. Voilà. Donc là, moi, du coup, avec cette petite poule, elle a gagné dans la race viandotte toute catégorie en 2025 à Limoges, l'exposition où il y avait les championnats de France. Voilà, pour expliquer cet objet-là que j'ai ramené. Sur lequel il y a écrit Super Champion de France. Oui, parce que je précise pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Parce qu'elle a gagné dans la petite race, dans les grandes races, en fait, c'est-à-dire de toute la race viandotte, quelles que soient les couleurs ou la taille, c'était la plus jolie, quoi. Il excite les juges, mais bon, après tout ça, c'est du qualitatif, il faut pas... Oui, mais il juge tout un certain nombre de critères, et notamment la couleur, la taille, la forme, très important. La couleur, les critères de la crête, la couleur des pattes, l'état de santé, très important. Et chaque volaille, parce que c'est valable pour les poules, mais aussi il y a des canards, il y a des dindons, etc. Le juge écrit sur le carton de jugement quels sont les défauts, les qualités, les souhaits de la volaille, et met une note. C'est un système très codifié. Les souhaits de la volaille ? Oui, les souhaits, c'est-à-dire que, en fait, le but aussi de faire des expositions, c'est pas simplement pour avoir un prix. Bon, ça, c'est le prix, c'est très bien, mais ça permet aussi à chaque éleveur de savoir comment il se situe dans la race et quels sont les critères d'évolution pour les générations futures, améliorer pour atteindre le standard. Pour faire les croisements optimum aussi. Exactement. Donc ça permet de dire, là, il y a sur la forme, sur le poids, sur la couleur des yeux ou de la crête, il y a des choses à améliorer. Donc ça va permettre, avec le croisement, la génération future, d'essayer d'améliorer. Alors, c'est pas une science exacte, on teste beaucoup, mais d'arriver à atteindre le plus possible le standard. Ok. Et tu parles beaucoup de poules, mais est-ce que les coqs aussi font partie Mais toi, ça t'intéresse peut-être moins. Non, mais je présente à chaque fois des poules et des coqs. Ah, ok. Mais dans cette race-là, c'est vrai que les poules ont généralement de meilleures notes que les coqs parce que c'est encore un peu plus compliqué. Mais non, il y a également des coqs qui sont aussi très, très, très jolis. Il y a des coqs aussi qui ont des très belles notes. Et donc, pour préciser, Laurent fait ces concours-là de façon amateur. C'est pas ton métier. Non. Laurent, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une passion à côté auquel tu passes quand même beaucoup de temps parce que tu te déplaces avec tes poules pour aller aux différents concours, c'est ça ? Exactement. Alors effectivement, oui, c'est une passion qui prend du temps d'abord parce que ce sont des animaux, ce sont des êtres vivants d'abord avant tout. Et pour moi, la première chose la plus importante, c'est leur bien-être avant tout le reste. Donc pour les préparer, déjà, c'est de la naissance jusqu'à la cage d'exposition, il y a beaucoup d'étapes. C'est un parcours un peu long. Parce que la durée de vie d'une poule, c'est combien de temps, par exemple ? Parce que j'ai aucune idée, en fait. Alors, souvent, on a du mal à répondre à ces questions parce que dans le monde industriel, la poule, au bout de 18 mois, elle est réformée. Mais dans les jardins, une poule peut facilement vivre à 10 ans. La difficulté, c'est il va falloir qu'elle échappe aux prédateurs. Et ça, c'est pas si simple que ça. Même, parce que ça veut dire qu'il faut pas, si on oublie une fois, si on habite à la campagne et qu'on oublie de le faire fermer une fois les volailles, le renard ou la belette va passer. Mais 10 ans, ça peut, sans problème, une poule qui est en bonne, il y a toujours les maladies, c'est comme pour nous, elles peuvent être soumises également aux maladies, mais si, il y a une robustesse normale, elle peut atteindre 10 ans. Mais c'est franchement très rare, parce que, encore une fois, la prédation est quand même un problème, un sujet... Et alors, en faisant quelques petites recherches, j'ai donc découvert que la poule la plus vieille a 21 ans.
Voilà, donc mais c'est ce qui est une exception ouais. d'exception. Enfin, c'est vraiment le plus long. Et est-ce que la vieillesse joue sur les chances de gagner pour la poule dans un des concours que tu fais ou... Oui, alors sur cette race-là, ça m'est arrivé de gagner sur des poules qui avaient 3 ans. Okay. Parce que souvent, c'est une poule qui a dans l'année, en fait, qui est de l'année, comme celle-ci, par exemple. Elle avait 6 mois à peu près, okay. 6-8 mois. Mais c'est possible sur cette race-là, effectivement, si on a les conditions sanitaires idéales, de les conserver dans un bon état pendant plusieurs années. Mais c'est vrai qu'une jeune poulette aura plus de chances d'être plus belle qu'une poule de 4-5 ans. Mais en tout cas, ça dépend vraiment des conditions de vie de l'animal. Si les conditions de vie sont optimales avec de l'herbe, du grand air, tout ce qu'il faut, on peut les garder dans un très bel état. Et surtout, le plumage, voilà. Mais effectivement, je dirais que c'est comme nous, au fil des ans, on est quand même un petit peu moins performant sur ces critères-là, en fait. Mais encore une fois, c'est parce qu'un œil aguerri, je dirais, une personne lambda qui ne connaît rien va pas forcément voir des différences, mais un juge qui va vraiment examiner de très près pourra dire... Alors en plus, on ne trompe personne, puisque chaque année, les poules sont baguées. Quand ils sont poussins, on les bague. Des bagues qui sont infalsifiables, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est mise, l'animal grandit, on ne peut pas l'enlever. Donc chaque année, il y a une couleur. Donc du coup, quand on va en exposition, c'est exactement... donc il y a un anneau, c'est ça, sur la patte de la poule. Mais en tout cas, ce n'est pas l'élément qui va faire qu'un juge va mal la noter. Mais on sait tout de suite, c'est surtout quand on vend un animal ou qu'on échange un animal, on sait exactement l'année de l'animal. Ça peut être important, c'est vrai que si... L'animal à 5-6 ans, on sait que sa durée de vie ou sa capacité à se reproduire sera moindre qu'un animal de l'année. Ça, c'est une obligation à la participation, d'avoir une bague... C'est une obligation à la participation dans nos expositions. Et il y a plusieurs informations. Il y a la couleur qui donne l'année. Il y a aussi le fait il y a le F pour France. Et puis, il y a un numéro. Donc, il y a le numéro de l'année, les 2 derniers chiffres. Et on va trouver 26 par exemple pour cette année. Et puis un numéro d'ordre, en fait, chaque bague a un numéro unique, ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver, est identifié, ce qui permet effectivement à un éleveur de retracer ça, et de faire un suivi aussi d'élevage. Donc ça, c'est intéressant. Et donc il y a en fait, c'est ce qui m'a passionnée quand j'ai rencontré Laurent, c'est t'en as parlé un petit peu, mais tout l'aspect de préparation. Enfin, du coup, t'as vraiment construit un élevage. Il y a un aspect limite génétique, biologique. En tout cas, il faut se renseigner sur tout ça. Il y a des échanges d'œufs à travers l'Europe pour avoir les bébés de telle poule qui a eu tel prix ou en tout cas qui a certains critères que tu veux avoir ensuite pour tes poules et faire des croisements. Et il y a tout un aspect de préparation à l'exposition, donc d'alimentation. Tu as parlé un peu d'un environnement avec de l'herbe. Je me souviens que tu m'avais expliqué que l'herbe donnait une certaine couleur aux pattes de la poule, c'est ça ? Alors, c'est ça. Alors, je peux expliquer tout ça. Alors, je vais commencer par les pattes. Effectivement, dans cette race-là, les pattes doivent être hyper jaunes. On le voit je ne sais pas si on voit ici, mais sont extrêmement jaunes et c'est un critère extrêmement déterminant. Alors, après, il y a des races où les couleurs des pattes sont noires, blanches, il y a différentes couleurs. Mais dans cette race-là, il faut que ce soit très jaune. Et le jaune, c'est donné par le carotène. Et naturellement, le carotène, les poules vont le trouver dans tout ce qui sont dans l'herbe, en fait, dans les différentes herbes, notamment les pissenlits. Moi, j'ai remarqué que... Et donc, si elles n'ont pas à disposition suffisamment d'herbe, il va falloir compenser. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir suffisamment d'espace pour avoir de l'herbe toute l'année. Mais sinon, il faut compenser par des aliments qui contiennent du carotène pour avoir ce jaune. Parce que même si elles ont génétiquement des pattes, entre guillemets, jaunes, elles vont être beaucoup plus pâles que si on leur donne cette alimentation... Donc moi, je fais rien de particulier, hormis les laisser pâturer dehors. Ok. Oui. Pas de produits dopants pour tes poules. Alors, non, pas du tout. Non, mais en même temps, après, un produit dopant, c'est pas forcément donner du carotène, mais effectivement. Ouais. Et après, il y a tout. Il faut la soigner un petit peu, cette poule. Lorsqu'elle arrive qu'elle soit belle. En exposition, il faut qu'elle soit belle. Alors, si les conditions sont idéales, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, au mois d'août, une exposition où les poules, elles ont vécu dehors, il fait sec, le temps est sec. La poule, moi, ça fait des blanches, donc elles sont hyper salissantes. Poule noire est quand même beaucoup plus simple à amener en concours en général. Mais une blanche, il faut qu'elle soit blanche. Donc si elle arrive toute grise parce qu'il y a eu de la pluie, en fait, elles prennent des bains de poussière, les poules. Elles vont naturellement, pour leur soin de leur plumes et de leur peau, elles vont se faire des bains de poussière dans ce qu'on appelle les nids de poules, en fait, qu'elles créent elles-mêmes dans la terre. Les fameux nids de poules. Exactement. Donc elles peuvent être grises quand elles sortent de là. Donc si elles ont fait ça, il faut les toiletter. Alors,
à minima, donc c'est juste nettoyer les pattes, un petit coup de linge humide sur les pattes et le bec et la crête, et ça va. Mais parfois, si c'est un temps pluvieux, etc., elles peuvent être vraiment un peu plus sales. Et à ce moment-là, on peut aller jusqu'à les baigner. Ça fait toujours un peu rire, même moi, quand la première fois où j'ai dû baigner. Oui, la parce poule. que ça m'arrivait aussi quand je débutais. Une fois, je l'ai pas fait, et puis on m'a dit, les poules, elle est pas blanche en fait. Effectivement, il y avait un doute sur la couleur de la plume parce que elle n'était pas blanche éclatante. Donc effectivement, un petit lavage, un petit bain. On apprend au début, pareil, on est un petit peu maladroit pour baigner une poule parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on pense. Oui, naturel. Voilà, puis je sais que ça fait toujours un peu rire quand on explique qu'il faut laver. Laver, la sécher, je crois. Tu m'avais sécher, expliqué que c'était très long. Oui, c'est ça. En fait, ce qui m'a plus surpris, c'est la laver, donc avec de l'eau tiède, mais encore une fois, c'est toujours le bien-être de l'animal. Il faut faire très attention à ce qu'on ne fasse pas ça dans n'importe quelle condition. Il faut vraiment la mettre dans l'eau tiède. Il faut que ça soit aussi rapide et pas un temps trop infini. Et ensuite, le séchage. Et là, le séchage, c'est pas des cheveux, les plumes. Ça ressemble, mais le volume est beaucoup plus important. Et alors, pour des cheveux, c'est si je pense chronomètre, mais on met pas quelques minutes pour sécher les cheveux, c'est quelques secondes en fait. Mais pour une poule, c'est plusieurs minutes. Et le temps paraît très long. Et voilà. Donc après, on sait, mais voilà. T'es là avec un sèche-cheveux du coup sur. J'avais un sèche-cheveux au démarrage, et après j'ai investi dans ce qu'en fait on utilise pour sécher les chiens en fait. Comme ça permet d'avoir une main libre, et c'est beaucoup plus simple et un peu plus puissant et facile à manipuler. Voilà. Donc moi, les races blanches, je suis obligé quand même assez souvent de les laver et de les sécher avant de les amener. Et surtout que tu en emmènes plusieurs. Donc quand tu pars en concours. J'en amène 5, 6, 10. Mais j'amène pas. J'évite d'en amener trop. En fait, j'amène surtout vraiment déjà parce que c'est les meilleurs. Oui, les meilleurs. Question de place aussi dans la voiture. Puis j'aime aussi qu'il y ait des conditions de transport. Donc en plus, on va les préparer. On n'a pas envie de les. Voilà. Puis on y tient aussi. Donc il faut qu'ils aient des conditions de transport adaptées. Puis pour moi, en tout cas, j'ai pas d'intérêt à en amener beaucoup. Je veux juste voir un petit peu comment elles se situent par rapport au standard, encore une fois, par rapport à l'idéal de la race. Et puis aussi, ça permet on amène quelques-uns toujours pour aller échanger avec d'autres ou les vendre avec d'autres éleveurs qu'on va rencontrer sur les lieux d'exposition, quoi. Oui, tu parlais d'échange et de vente. C'est quelque chose qui est très important quand tu vas dans des événements. À chaque fois, t'en as certaines qui sont là pour concourir et d'autres, tu veux les vendre ou tu veux... Oui, par exemple, sur l'exposition de Limoges, qui est actuellement la plus grande exposition avicole de France, il y a des gens de l'Europe entière qui viennent à l'ouverture. Et il y a une queue immense, des gens qui viennent acheter, puisqu'en fait, c'est aussi un lieu de vente, c'est-à-dire que beaucoup d'éleveurs amènent pour présenter, et puis aussi c'est l'occasion pour eux de vendre leur nom d'animaux et de venir en acheter d'autres. En fait, c'est très important en fait pour pouvoir diffuser et maintenir les races. Et donc, oui, effectivement, on en amène toujours on ne repart pas avec toutes nos volailles. On regarde 3 pour l'année suivante, mais c'est aussi l'occasion d'écouler, entre guillemets, aussi pas nos surplus, mais en tout cas, voilà, ça peut être, en tout cas, de ne pas tous les garder, parce qu'on part l'année suivante sur une nouvelle année de naissance, donc il faut aussi qu'on puisse faire de la place pour pouvoir accueillir les nouveaux de l'année suivante, l'année qui va suivre. Et du coup, toi, à chaque fois, l'idée, c'est d'essayer de te procurer des poules qui vont te permettre d'améliorer les traits qui sont jugés positifs lors de ces concours, lors de la prochaine naissance. Exactement. Alors, c'est ça. Donc, en fait, on va regarder par rapport à ce que les juges ont pu noter, et puis par rapport aux collègues aussi on échange beaucoup sur les concours de savoir. On va se dire, l'année prochaine, on va créer ce qu'on appelle des parquets. Un parquet, c'est un coq et plusieurs poules. Alors, ça peut être 2, 3 poules. C'est un parquet. Un parquet exactement. Comme... là, on a un parquet. Exactement, okay. Voilà. On appelle ça un parquet de reproduction. Ok, donc, d'accord. Un coq et plusieurs poules. Et donc, on va regarder où on va mettre des choses qui se complètent ou qui s'harmonisent. Et donc, c'est comme ça qu'on les réalise dans le but de maintenir, si on est vraiment si on a obtenu ce qu'on veut, ou d'améliorer. En sachant qu'on ne bouleverse pas tout d'une année sur l'autre, on garde quand même une autre souche, en fait, notre souche génétique. Sinon, ça partirait un peu dans tous les sens. Parce qu'on ne sait pas forcément l'animal qu'on récupère, quelle est sa génétique au-dessus, quelles sont les générations qu'il y a eu avant. Donc c'est une histoire un peu compliquée, mais je pense que pour ceux qui font des élevages de n'importe quel animal, on retrouve ce type de
questionnement en fait. Et j'imagine que du coup que tu as une installation particulière chez toi, ou juste un poulailler. Comment ça se passe? Parce qu'effectivement, il faut un peu d'espace pour avoir. Alors moi, j'installe des volières. Okay. Donc j'ai des poulaillers et des volières au-dessus, ce qui permet de les confiner déjà quand je ne suis pas là. Donc elles peuvent vivre dans la volière en liberté et à l'abri des prédateurs. Parce que effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille l'élevage. Enfin, ça fait longtemps que j'élève, mais j'ai eu de la prédation, j'ai eu des renards. Donc j'ai appris aussi quand on a quand un renard passe et que décime la moitié de son élevage, on apprend aussi qu'il faut hausser le niveau de sécurité. Et donc, voilà, c'est ça. Moi, j'ai des volières. Après, il y a d'autres... alors, ces volières sont assez... Voilà, souvent, c'est ce qu'ont les éleveurs. Ils ont des systèmes c'est pas le petit poulailler qu'on a l'habitude de voir, mais c'est des installations un peu plus importantes pour pouvoir à la fois gérer donc, les questions des prédateurs, les questions aussi de pouvoir des naissances jusqu'à l'âge adulte, donc pouvoir séparer à un moment donné les jeunes des... Alors, moi, je fais uniquement élevage sous poule naturelle, c'est-à-dire que la poule couve et c'est elle qui s'en occupe, mais souvent dans les élevages les plus courants, on ne fait pas comme ça, on a des couveuses et on vient faire des naissances en même temps. En fait, on fait naître tous les... On peut avoir plusieurs dizaines de poussins en même temps, et donc là, il faut avoir des espaces pour pouvoir le tenir au chaud pendant quelques temps, etc. Donc c'est toutes des installations qui sont différentes. En fait, chaque éleveur, en fonction de la configuration de son espace, va organiser de manière un peu différente, mais toujours avec le but de pouvoir avoir les meilleures conditions de vie. Parce que si on veut qu'on ait à la fin des jolis spécimens, il faut qu'on ait du bien-être animal. Sinon, ça ne marche pas. En fait, un animal qui aura des mauvaises conditions de vie, il n'aura pas de belles plumes, il n'aura pas des... Voilà, ça, et est-ce que du coup, le fait de couver naturellement, ça change, selon toi, le poussin qui va naître derrière? Oui. Alors, la différence... alors, pour moi, le confort que j'ai... Alors, moi, j'ai plusieurs plaisirs. D'abord, j'aime voir vivre. C'était ma passion au départ, c'est pas de faire des concours. Ma passion, c'est d'avoir des animaux, parce que pendant très longtemps, j'ai toujours eu des animaux et je ne faisais pas de concours. Donc, ma première passion à moi, c'est de voir vivre ces animaux dans mon jardin. Donc ça, et de voir les poussins, c'est ma première passion. Et parce que quand tu étais petit, il y avait des animaux dans ton entourage, ou c'est ensuite par la suite que tu t'es découvert cette passion pour les animaux Alors, j'ai pas encore répondu. Ah oui, désolé. Après, je vais répondre à cette question. Désolé. Donc je réponds à la question de Manon et après j'enchaîne, juste pour dire que... On est trop intéressés. Deux questions croisées. C'est que, effectivement, un poussin qui est élevé sous une poule l'adulte va être un peu plus sauvage, on va dire, moins proche, imprégné de l'homme, que celui qui va être élevé dans une couveuse, qui va avoir comme première... ça sera l'humain, en fait, qui va voir en permanence. Donc, il va un peu s'associer à l'humain comme étant son espèce. Souvent, celui qui est élevé en couveuse, qui a tout de suite été manipulé par l'être humain et pas par une poule, va être beaucoup plus proche de l'homme et va venir facilement être attrapé. Les miennes, pas du tout. Elles sont, du coup, la poule leur apprend tout de suite l'instinct qu'il ne faut pas trop s'approcher de l'humain. Et donc, du coup, mais ça ne me dérange pas, en fait. Ça, c'est un côté beaucoup plus naturel. Et puis, voilà, j'aime bien les voir vivre. Puis la poule leur apprend plein de choses qu'un humain ne peut pas leur apprendre, comme aller chercher sa nourriture, choisir les différents brins d'herbe, courir après les insectes. Donc, ils apprennent, bien sûr, mais moi, je les trouve, entre guillemets, plus intelligents, mais dans la manière de faire. Entre elles, quoi. Entre elles, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai oublié la question. Ah non, mais c'est normal. Je te demandais, du coup... par rapport à ton rapport avec les animaux, vu que tu disais qu'au début, ce que tu aimais, c'est tout simplement voir des animaux dans leur milieu, en tout cas plus ou moins naturel. Comment est-ce que quand tu étais petit, il y avait des animaux autour de toi, ou c'est par la suite C'est là, en fait, d'où vient ma passion, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ma passion, elle vient de ma grand-mère, de mes grands-parents. Moi, j'ai vécu toutes mes vacances, tous mes week-ends à la campagne, et ma grand-mère élevait des volailles, mais toutes les volailles qu'on peut imaginer. C'était les poules, mais c'était aussi les canards, les dindons, les pintades, les oies, les terribles oies. Moi, j'ai toujours eu peur des oies. Moi, je n'ai pas peur. Les pigeons. Quand on est proche d'elles, peut-être qu'on s'habitue. Et j'étais tout le temps avec ma grand-mère. Et j'avais vraiment une vraie connexion avec cette grand-mère. Et ma passion est vraiment née de là. J'ai passé toute mon enfance et beaucoup de parties de mon adolescence avec elle. Et à m'occuper, mais c'était vraiment un plaisir à la fois d'élevage, lequel c'était aussi pour en vivre, mais c'était pour moi vraiment une vraie passion qui a été un vrai lien aussi que j'ai créé avec ma grand-mère, avec les animaux. Et ça m'a jamais quitté, en fait. Donc, même si pendant
longtemps de ma vie, je n'ai pas eu du tout d'années parce que après mes études, cette passion-là, c'est complètement... ça me manquait même pas, je n'y pensais pas. Et puis c'est un jour, quand j'ai acheté une maison avec un grand jardin qui jouxtait un grand parc où il y avait beaucoup de coqs et de poules, que j'ai eu le hasard. Un déclic. Un déclic, mais ça m'est revenu en effet le chant du coq, mais je me suis dit, mais non, mais en fait, oui, j'ai envie d'avoir du veau, des poules, de m'en occuper. Et si pendant 15 ans, je n'avais pas eu du tout, j'avais été complètement éloigné de ça, à ce moment-là, j'ai replongé, alors de manière un peu différente. De manière différente, parce que à ce moment-là, je me suis intéressé du coup à une des races. C'est comme ça que je suis arrivé à cette race Viandotte, parce que j'ai étudié un peu toutes les races qu'il y avait, et je me suis dit, non mais ça, c'est ma race coup de cœur par rapport aux couleurs, parce que déjà enfant, dans toute la basse-cour, moi je n'avais des yeux que pour les volailles blanches, et j'aurais fait garder à ma grand-mère les volailles blanches de toutes les catégories. Elle avait de tout, elle avait pas du tout que des poules blanches. Et moi, je le poussais fortement à conserver toujours les animaux qui étaient de couleur blanche, que ce soit les oies, les canards, etc. C'est marrant. C'était vraiment tout petit, j'avais vraiment ça. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que maintenant je saurais l'expliquer en disant c'est la blancheur, la lumière ou je ne sais quoi, mais quand j'étais enfant, je sais pas l'expliquer. C'était comme ça. Et du coup, voilà. Les goûts et les couleurs. Exactement. Au final, c'est pareil. Et du coup, effectivement, tu disais, donc les poules, naturellement, enfin, tu as eu ce déclic, et donc tu as acheté des poules pour les mettre dans ton jardin. Et comment, petit à petit, tu as découvert ces concours en t'intéressant aux races C'est ça. Alors, en fait, quand j'ai eu mon jardin et que je me suis dit, je vais repartir dans les poules, là, j'ai eu un petit peu une réflexion en disant, mais quelle race je vais prendre? Donc là, je me suis dit, je vais prendre une race naine parce qu'une race naine, on peut en avoir un peu plus au mètre carré que des grandes races. C'est parce qu'effectivement, ça s'entend un petit peu. Quand ça prend plus de volume, ça gratte plus. Donc je me suis dit, je veux une petite race. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie qu'elle lâche chez les voisins. J'ai pas non plus envie de mettre des murs de 3 mètres. Donc je dis, je prends une race qui vole assez, qui vole peu. Après, je veux une race sociable, puis une que je trouve jolie. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire, une race sociable? Désolé, je te coupe. Sociable, alors oui, alors peut-être, en tout cas, qui va être moins farouche. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment quand même très farouche. Mais il y a des races de poules qui sont vraiment, qui vont vouloir aller dormir dans les arbres, au sommet des arbres, qui volent vraiment très facilement avec des grandes ailes, qui vont être un peu plus sauvages en fait, qui ont été un peu moins, comment dire, dont les critères de sélection domestiqués, et donc elles sont un peu plus très faciles à garder à la campagne. En ville, bon voilà, elles peuvent facilement partir chez le voisin, elles reviendront toujours, mais le voisin va pas être très content que ça vienne gratter son parterre. Donc voilà, donc c'était aussi un de mes critères. Et donc je suis parti en Touraine, et là, c'était pas des poules blanches que j'ai trouvées, mais c'était la même race, des Viandottes. J'ai une éleveuse qui est maintenant assez connue, et j'ai pris une première race Viandotte qui avait d'autres couleurs. Et puis ensuite, j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit, ils sont pas vraiment dans le standard. Et après, je fais venir des œufs, des couleurs blanches. Et c'est comme ça, je suis parti. J'ai été voir une éleveuse de l'Indre également. Et puis, j'ai commencé à constituer ma souche, mais sans faire des concours. J'ai fait pendant 10 ans, comme ça, ma race blanche dans mon jardin. Avant, un jour, d'aller me dire, mais tiens, comme je viens de Limoges, en fait, il y avait une grande exposition à Limoges. Je me suis dit, bon, allez, je vais présenter 2 animaux à Limoges, quoi. Et j'ai gagné un prix à Limoges à ce moment-là, de la première fois. Et donc, du coup, voilà, c'est parti comme ça. Et là, je me suis pris au jeu. D'abord, j'ai découvert aussi, je me suis fait des amis éleveurs, découvrir d'autres passionnés de la France entière qui ont des parcours différents, mais qui ont la même passion. Donc, c'est quand même assez incroyable de pouvoir partager, se dire, on n'est pas complètement zinzin, d'avoir pourquoi les poules, je ne sais pas expliquer, mais voilà. Et d'autres qui vont élever des pintades ou des lapins ou des pigeons, et de partager, et puis aussi de partager pas des astuces, mais des techniques pour comment on va améliorer, éviter des maladies, mieux s'en occuper. Et puis, cette histoire moi, avec le temps, c'est vrai que j'étais aussi attaché à l'histoire des poules, et de me dire, il y a des races qui ont été créées. Il y avait énormément de races dans la fin du 19e, et puis dans les années 50-60, il y a eu l'industrialisation massive, et à ce moment-là, on a voulu créer des races de poules vraiment industrielles pour les œufs, la viande, et voilà, donc des poules qui n'ont plus du tout. Et là, on a quasiment éteint toutes les races locales, parce que il y avait cette standardisation, mais pour la partie, pour vraiment des objectifs de rentabilité. Et c'est finalement dans les années 70 qu'on a été repris un petit peu des éleveurs qui se sont dit, oui, mais c'est quand même dommage que nos poules de race locale disparaissent, et que des éleveurs, grâce à eux, en fait, c'est un patrimoine vivant, en fait. C'est comme le patrimoine architectural, le patrimoine musical ou l'art. En fait, c'est un patrimoine vivant qui est quand même, qui a une origine très ancienne. Et
bon, on parle des poules, mais aussi il y a les mêmes choses pour les chevaux, pour d'autres types d'animaux, et de se dire, de participer à mon petit niveau, mais comme d'autres, de dire, on n'est qu'un passeur. Moi, je sais que je suis qu'un passeur. J'espère qu'un jour d'autres continueront au-delà de moi ces races-là, mais perdureront. Et donc, je pense qu'il y a cet intérêt historique du patrimoine génétique qui est important. Et c'est ce que les autres personnes que tu rencontres sur ces événements-là te partagent aussi. Enfin, tu ressens qu'ils ont la même envie de... Enfin, en tout cas, un attrait pour ce patrimoine à garder ou pas forcément. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour la rentabilité. Parce que comme toute passion, en fait, elle est plus coûteuse, elle ne rapporte rien. Elle ne goûte que de l'argent. Donc, on ne peut pas se lancer dans l'élevage avicole pour faire des expositions pour gagner des sous, parce que c'est tout l'inverse, en fait. Tout ça, c'est coûteux parce que il faut beaucoup d'installations, ça vaut quand même une poule, même une très belle poule ne vaut pas grand-chose, en fait. Hein. C'est quelques dizaines d'euros, donc c'est pas du tout un prix, n'a pas de prix. Oui, celle qui a le super champion de France, elle a une valeur... sentimentale pour moi. Alors, bien sûr, je pourrais peut-être en tirer 50-60 euros, mais c'est pas le but, en fait. Mais en tout cas, elle ne sera jamais, elle ne rentabilisera pas les vaccins que j'ai dû faire pour qu'elle la présente en concours, ma volière, etc., la nourriture tout au long de l'année. Donc, c'est pas ce qui va pousser les gens à faire ça, c'est vraiment pas l'argent. C'est plus la passion de l'animal, le côté ornemental, hein, de se dire, je participe. Souvent aussi, mon histoire familiale, elle est assez commune, en fait. Souvent, c'est parce qu'un grand-père, un grand-oncle, quelqu'un dans la famille, ou alors, des fois, c'est parce que quelqu'un s'est lié, trouvé a trouvé de l'intérêt à aller s'occuper d'animaux. Des fois, c'est des chiens ou des chats, là, ça peut être aussi une poule. Hein. Et de se dire, en fait, il y a... on a envie de transmettre quelque chose et de se dire, c'est pas... Et je vois, en fait, de plus en plus les races locales qui intéressent de plus en plus en disant, mais je voudrais bien quand même aller voir la race locale dans mon coin, c'est quoi, et j'ai envie de la sauver. Et donc ça, on retrouve quand même une société où, heureusement d'ailleurs, l'environnement compte de plus en plus. Mais je pense que ça y participe. D'ailleurs, quand on a une poule dans son jardin, on vit son jardin différemment. On va plus mettre de pesticides, on va pas mettre des désherbants sélectifs, on va faire attention à plein de choses que quand on n'en a pas, on a envie d'avoir une pelouse nickel. Moi, le jour où j'ai mis des poules, j'ai arrêté de tout désherbant sélectif, de mettre du désherbant voilà. Donc ça amène aussi une sensibilité, une connexion à la nature. Je pense que souvent on va retrouver ça, c'est-à-dire des gens qui sont quand même très connectés à la nature, qui se soucient du bien-être animal. Parce qu'encore une fois, si on veut avoir un animal qui soit beau, c'est que vraiment les conditions de vie, elles sont vraiment très bonnes. Hein, sinon, on va pas arriver à avoir quelque chose de très beau. Mais donc, c'est pas forcément des éleveurs qui vendraient des poulets et des œufs Non, pas forcément pas du tout. Même c'est très rare, en fait. Je pense que là, souvent, souvent les métiers ils font des métiers qui sont... Alors, parfois, on a des agriculteurs, hein, donc il peut y avoir des métiers à la nature. Mais après, je n'ai pas fait faire des statistiques, mais beaucoup font des métiers de ville ou des citadins ou qui vont travailler à la ville, mais en même temps, c'est pas forcément. Toi-même, tu es citadin. Exactement. Plus que rural au final. Ouais, exactement. Alors, je suis ancré dans le monde paysan, mais ça fait longtemps que je l'ai quitté et puis. Et je me dis souvent ça se voit pas parce que quand on dit que j'élève des poules ça fait toujours sourire, ça surprend toujours mais j'ai pas le profil quand on me voit comme ça mais c'est ça qui est rigolo aussi hein. Ça en fait il y a pas c'est parce que j'y trouve aussi autre chose de passionnant dans cet élevage là et puis l'animal lui-même aussi. C'est vrai que je trouve que c'est un animal où on a l'impression qu'une poule il y a rien de plus bête qu'une poule. En fait non, c'est un animal qui a une manière de vivre. Chaque poule est différente, ça paraît bizarre. Moi, en plus, quand elles sont toutes les mêmes coloris, donc si je vous les mets devant, vous allez avoir strictement... Et en fait, si on les regarde bien vivre dans le jardin, elles ont toutes des comportements différents. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a le coq domine, il y a une poule. En fait, elles sont dans vraiment un ordre hiérarchique très précis pour manger. Les poules entre elles. Exactement. Il y a un rang social. Au coq, mais aussi... Il y a un rang social, il y a une poule dominante, et après, il y a la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et pour manger... Pour aller dormir sur leur perchoir, elles vont se positionner en fonction de leur hiérarchie. Et on va avoir des poules qui sont plus ou moins peureuses, d'autres qui vont être plus ou moins curieuses. Elles ont vraiment des comportements. Et la hiérarchie se fait en fonction de l'âge ou pas du tout ? Alors, l'âge est un critère. C'est vrai que souvent, plus la poule, elle va avoir... Parce qu'en fait, quand elle va arriver poussin, elle va être forcément une domination qui va être conservée. Mais pour même des poules du même âge, des poussins du même âge, il va y avoir une hiérarchie qui va s'établir et qui souvent reste et assez pérenne. Et après, si on ramène d'autres poules de l'extérieur, elles vont souvent partir en bas de la hiérarchie.
Ah oui, à chaque fois, elle recommence à zéro, quoi. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça. Ouais. C'est pas forcément dans une question de taille ou de... Et tu as, je crois que tu l'as pas dit, tu as combien de poules, du coup, actuellement dans ton jardin ou de manière régulière? Alors, l'hiver, je vais avoir moins d'une dizaine. Ok. Et je peux en avoir jusqu'à une cinquantaine, voire un petit peu plus à la fin de l'année. Mais c'est vraiment très modeste par rapport à ce que la plupart des gens peuvent avoir. Mais c'est pas un choix, déjà par rapport au temps que je veux y investir, parce que ça prend quand même déjà beaucoup de temps, par rapport aux conditions d'élevage. Et je veux surtout avoir un jardin qui reste vert. Donc, parce que plus on en a, plus le risque, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'herbe en fait. Donc, c'est par rapport. Parce qu'elles ont une consommation assez grande d'herbe. Elles grattent beaucoup ou la elles terre. Piétinent. Elles grattent beaucoup la terre en fait. Elles en consomment beaucoup toute la journée parce que en fait, on pense que les poules mangent des graines. En fait, elles mangent d'abord des insectes, ensuite elles mangent de l'herbe et ensuite elles mangent des graines. Donc forcément, dans des élevages intensifs, on va leur donner des graines parce qu'il y a pas d'insectes. Enfin, ça coûte très cher sinon on achète des insectes et il n'y a pas d'herbe. Mais c'est vraiment leur première consommation. C'est d'abord les insectes, l'herbe et ensuite et ensuite elles grattent énormément. Elles ont un besoin qu'on appelle atavique de gratter le sol. Même si on les met sur du ciment ou sur un sol ici, elles vont se mettre à gratter. Elles ont besoin de chercher les insectes dans le sol. Donc cet effet de gratter, si on n'a pas suffisamment d'espace, à un moment donné, vous vous retrouvez avec plus trop d'herbe. En fait. Mais 50-60 poules, ça fait beaucoup. C'est même en production d'œufs. Qu'est-ce que tu fais de tous ces œufs, je sais pas. Non, d'abord, ça, c'est une race qui pond. Alors, c'est pas pour la ponte. Donc, déjà, il faut oublier les standards de la poule industrielle. Elles ne pondent pas toute l'année. Elles ont des phases de ponte très précises. Elles vont pondre souvent au printemps. Et quand je dis qu'on va en avoir 50, c'est au moment où je vais avoir tous les jeunes. D'accord. Et à ce moment-là, c'est le moment aussi, moi, je vais commencer à m'en séparer. Parce que je fais déjà une sélection naturelle dans mon jardin. Où là où les gens qui m'ont contacté parce qu'ils voudraient avoir des poules ou des coqs, où moi, je vais commencer à me dire, bon, mais là, parce que tout le monde la plupart des gens ne font pas des concours. Donc, si quelqu'un veut une poule ou une coque, et moi je me dis, bon, là, il y a certainement des petits défauts qui feront que je ne pourrais pas l'amener en salon. Du coup, à ce moment-là, je vais Et donc, ils ne sont pas adultes, en fait. Donc, elles ne pondent pas. Quand j'en ai 50-60, ce n'est pas des adultes, ce sont des jeunes, en fait. Ok. Parce qu'à partir de quel âge elles peuvent pondre? Alors, 5 mois, 6 mois, ça dépend des races. Alors qu'une race industrielle, au bout de 16 semaines, elles peuvent commencer à pondre. Ah oui, ok. Mais moi, ça peut être 6, 7. Et si jamais il y a l'hiver qui est à ce moment-là où elles ne vont pas pondre, ça peut même être jusqu'à 8 mois. Le premier œuf. Ça va vraiment dépendre de l'ensoleillement au moment où elles vont atteindre l'âge adulte. Ah oui, parce que c'est en fonction de l'ensoleillement qu'elles savent qu'elles peuvent pondre et que l'œuf va pouvoir survivre. Peut-être c'est lié à ça, je sais pas. L'ensoleillement est un des critères pour faire pondre une poule. D'ailleurs, dans les élevages, le temps de lumière, en fait, c'est comme ça qu'ils le gèrent pour pouvoir faire pondre les poules. Et donc, à l'état naturel, elles ne vont commencer à pondre vraiment, des exceptions, mais une race de ce type-là, ça va être à partir du mois de février, où là, le temps d'ensoleillement commence à vraiment remonter, qu'elles vont se remettre à pondre. Okay. C'est chouette aussi de suivre les saisons en fonction de ces poules. C'est ça connecte vraiment à la nature. Alors pour moi, ce que je trouve à voir, c'est ce que ça m'a apporté aussi, c'est d'être vraiment connecté à la nature, de les voir vivre, on voit vraiment vivre les saisons, parce que du coup, tout ce qu'on fait dans l'élevage, c'est vraiment totalement connecté aux saisons et aussi à la pluie, parce que bon, quand j'avais pas de poules, on s'en rend moins compte, mais effectivement, on a des poules, effectivement, 5 jours de pluie, ça a une incidence différente dans son terrain, donc on a une perception différente du temps qu'il fait. Et puis, moi, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un côté très apaisant à regarder des animaux vivre. Alors, je parle de poules, mais on peut faire aussi l'exercice avec quand on regarde des oiseaux sur un arbre ou un écureuil. Ou même des plantes. Oui, ou des plantes. En tout cas, c'est à les regarder, à observer. Évolue, c'est quelque chose qui est vraiment très déstressant au quotidien. On fait tout de suite, on se coupe du reste en fait de nos problèmes ou de se dire, de voir vivre ces animaux. Et du coup, tu trouves tout autant ton plaisir dans cette observation de ces poules à faire un peu leur vie quoi, dans le jardin qu'à préparer pour les concours et tout. C'est des choses qui vont ensemble, qui te plaisent tout autant. Oui, alors avant, donc quand je faisais pas de concours, donc effectivement, moi, ça me suffisait de les voir. Maintenant, après, je me suis pris au jeu, effectivement, de dire j'ai un but, c'est-à-dire qu'en plus d'élever, au lieu d'élever avant des poules de différentes couleurs, tout mélangé, parce que là, ça oblige vraiment à sélectionner, avoir un coloris, en tout cas un standard, et je peux pas mélanger deux races différentes, même si ça ferait beau dans mon jardin, mais c'est une autre passion en fait, c'est un autre plaisir à avoir, de se dire bon, j'ai un but, je me dis voilà, maintenant je suis un passeur, je vais
j'ai fixé une race, j'espère la conserver, d'être dans le même standard, et c'est jamais gagné, parce qu'à un moment donné, il faut éviter la consanguinité, donc il faut à la fois rentrer de nouveaux sujets, mais pas trop, pour pas dégrader sa souche. Et puis il y a ce jeu, entre guillemets, quand on gagne un prix, on est content, mais c'est pas mon élément premier, mais oui, ça fait toujours satisfaction de se dire, cet animal-là, cette année, on a réussi à obtenir ça, donc ça veut dire que c'est pas si mal, et on repart pour la saison prochaine. Je vais vous proposer un petit quiz qui va nous permettre peut-être d'en savoir un petit peu plus sur les poules. Voilà. Déjà, on a appris plein de choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses. Oui. Et moi aussi. C'est hyper intéressant. Et j'espère que vous allez encore apprendre d'autres choses. Sûrement que Laurent va avoir des réponses plus que toi, Antoine. Ah là, t'es en train de dire que je n'ai pas mes chances. Mais comme d'habitude, on se challenge dans ces quiz. Bien sûr, vu qu'on a des experts face à nous. Tu sous-estimes ma connaissance des poules, attention. On va commencer assez simple. Ok, donc ça va être juste un vrai ou faux. Ok. Voilà, donc première question. Ouais. Est-ce qu'une poule peut répondre à l'appel de son prénom? Vrai ou faux? Moi, j'ai envie de dire vrai. Laurent? Alors moi, je ne donne pas de prénom, mais je pense que c'est possible. C'est vrai. Et j'en ai fait l'expérience. Voilà, je passe une petite dédicace en même temps à Valentine, qui est une amie qui est vétérinaire. Et elle a des poules domestiquées chez elle. Et elle les appelle comme elle appelle. Elle a des chiens aussi qu'elle appelle. Et elle a des poules qu'elle appelle aussi dans le même temps. Voilà. Alors, donc j'ai la preuve. Moi, du coup, j'ai une toute petite question. Ouais, vas-y. C'est de dire, du coup, tu ne leur donnes pas de nom. Comment tu les nommes? Enfin, comment... parce qu'il faut que tu saches... les différencier, c'est pas, je sais pas si tu remets un numéro, comment ça se passe? Déjà, moi, c'est vrai que quand les gens viennent chez moi, ils me voient tous des poules blanches, je dis, c'est toutes pareilles. Alors moi, sauf que moi, je les connais, en fait. Pour moi, elles sont pas toutes pareilles. D'abord, elles sont pas toutes la même année. Donc, effectivement, il y a des bagues qui sont déjà un indice. La forme, et puis en les voyant grandir chaque jour depuis leur naissance, elles sont toutes nées chez moi, en fait. Ouais. Donc, je les connais parfaitement, en fait. Et donc, à l'œil, je sais tout de suite dire, bien sûr, à 50 mètres, je vais pas le savoir, mais si je m'approche, je vais tout de suite voir un petit peu, j'ai même le comportement, la forme, elles sont un petit peu différentes. Il y a des différences qui sautent à l'œil, enfin, moi, à mes yeux, quoi. Bien sûr. Mais tu ne les nommes pas. Les observes non, par contre, je ne les nomme pas. Enfin, c'est m'arrivé d'en nommer, mais parce que j'avais quelques poules des fois qui sont de couleurs différentes. Là, c'est plus simple, mais par contre, je connais souvent des fois, je connais leur numéro de bague. Oui. Mais ça montre à quel point tu les observes, parce que je pense que dans des élevages classiques, jamais ils peuvent reconnaître une poule d'une autre. Exactement. Oui. Ah bah oui. Non, puis moi, c'est sanitaire, en fait, c'est quelque chose, enfin, pas une obsession, mais permanente, c'est-à-dire regarder est-ce que tout va bien. D'observer, il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Leur état, ouais. Alors, prochain vrai ou faux. Existe-t-il une poule référencée comme la plus intelligente au monde? Une poule référencée comme la plus intelligente au monde. Tu voudrais dire une poule... une race de poule? Une poule, un être. Je sais pas, j'imagine que oui, si tu poses la question, c'est très précis. Ouais, j'aurais dit non, mais maintenant, effectivement, la question est précise. À mon avis, c'est que c'est un piège. C'est qu'il y a du oui derrière. Je me dis, mais... Eh ben, c'est vrai. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'elle aurait, cette poule, pour être définie comme la poule la plus intelligente au monde? Est-ce qu'elle sait? Parce que ça, je sais que des chevaux... Sur quoi, en tout cas, on parlait de critères tout à l'heure, plutôt de beauté. Sur quoi on mettrait le critère de la plus intelligente au monde? Est-ce qu'elle saurait compter en tapant avec sa patte, par hasard? Alors, c'est pas compté, mais en tout cas, ça fait partie des capacités de la poule de pouvoir compter. En tout cas, elle a une capacité de comptage, de numération, en fait. Ça fait partie des capacités des poules. Et donc là, c'est pas vraiment compté, non. Je sais qu'elles peuvent reconnaître beaucoup de visages. Ça, c'est vrai que c'est très clair qu'elles nous reconnaissent. C'est-à-dire que si moi je vais rentrer, elles vont pas se mettre à bouger. Mais si une personne qui veut rentrer, elles vont venir naturellement. Ouais. Parce qu'elles pensent aussi que je leur apporte à manger. Hein. Oui, c'est ça. Elles sont habituées à la nourriture. Elles vont pas approcher. Un visage nouveau, quelqu'un d'inconnu, elles perçoivent très bien un familier ou un non familier. C'est ça. En fait, on va la juger sur l'identification. Parce qu'on considère qu'elles ont une vraie capacité d'identifier des éléments. Donc là, en tout cas, la poule qui est rentrée dans le Guinness World Record de 2024,
elle a identifié 6 éléments en moins de 1 minute. C'est-à-dire que sa propriétaire montre des couleurs, des formes, et la poule va piquer sur les formes qu'elle a pu voir auparavant. Et là, il y a une rapidité en fait d'exécution de la poule qui fait que Lacey, on va la nommer quand même, vu qu'elle est quand même la plus intelligente au monde, qui vit en Colombie-Britannique, est devenue en 2024 la poule la plus intelligente au monde. Voilà, après, c'est un critère. Mais du coup, je suis curieux, peut-être que tu as la réponse, parce que tu parlais tu participes à des concours de beauté. Est-ce qu'il y a des concours, on pourrait appeler ça, je sais pas, d'agilité, de mémorisation, ou c'est des choses qui sont plus... Je crois pas. Après, j'ai vu des choses sur l'agilité, justement, enfin, de leur lancer des sorte de défi physique, mais de sauter dans un cerceau, j'ai vu des trucs comme ça. Ça existe. Après, je pense pas en concours. Non, pas en concours. Par contre, effectivement, moi dans le jardin, j'avais notamment une poule pendant que j'avais rentré longtemps, qui était vraiment beaucoup plus intelligente que d'autres, qui savait faire des choses que d'autres. C'est-à-dire partir très loin, revenir. Elle savait exactement où se trouvait la nourriture. Elle n'était jamais enfermée dans quelque chose. Elle arrivait tout le temps à trouver comment s'échapper. Moi, j'avais mis des grillages pour éviter qu'elle aille gratter, mais elle arrivait tout le temps à trouver l'endroit, à observer et y aller et savoir en sortir. Donc, alors que les autres n'y arrivaient pas. Donc, c'est peut-être qu'elles sont toutes différentes et certaines sont plus intelligentes que d'autres. Et même dans la manière d'élever, parce que moi, je faisais de l'élevage naturel. Enfin, du coup, j'ai interrompu le questionnaire. Ah non, mais c'est l'objet. Et moi, comme elles couvent naturellement, je vais couver naturellement. J'ai aussi observé qu'une poule qui a couvé plusieurs fois s'améliore dans sa capacité à s'occuper de ses poussins. Et cette poule-là, quand tu as 12 poussins, je l'ai vu, s'il y en avait un qui a manqué, elle était capable d'aller à la fois de gérer les 11 et aller chercher le 12e qui était quelque part. Alors qu'une autre poule, avec 3 poussins, avait du mal à les gérer. Dès qu'il y en a un qui s'en va, elle c'est pas forcément. Donc elles ont une capacité à être mère, à s'occuper de leurs poussins différente. Et par contre, au fur et à mesure des couvaisons, elles améliorent cette capacité-là. Ça veut dire qu'elles ont une capacité d'apprentissage. Totalement. Ce qui est déjà... Oui, elles apprennent. Et ça aussi. Et est-ce que du coup, les poussins, comment dire, le petit d'une poule va forcément considérer, va bien trouver sa mère, on va dire facilement, ou c'est la première poule qui est proche de l'œuf, du moment où le poussin naît et l'œuf éclos qui devient sa mère, en tout cas. Alors, en fait, ils reconnaissent. Alors, je pense qu'ils sont comme nous, c'est-à-dire que la vue, elle n'est pas aussi petit que. Donc, ils reconnaissent leur mère. Et j'ai déjà vu. Alors, moi, quand j'ai 2 poules blanches, par contre, elles se ressemblent. Et j'ai déjà vu des fois ce poussin se tromper. Par contre, l'autre mère sait que c'est pas son poussin. Et à ce moment-là, elle va aller le becquer pour lui dire t'es pas à moi. Mais par contre, avec 2 poules de couleurs différentes, là, j'observais que le poussin ne va jamais aller vers la mère qui a une couleur qui n'est pas du tout comme la sienne. Mais 2 poules blanches. Ça peut se tromper. Là, j'ai déjà vu se mélanger un peu. Quand même, parce que là, sinon, ce serait de la super intelligente. Mais là, je me dis, c'est peut-être aussi parce que leur vision n'est peut-être pas poussin complètement aussi développée qu'un adulte. Et du coup, effectivement, on peut s'y tromper. Oui, on peut leur laisser ça en erreur. 3e question, vrai ou faux? Une poule peut faire jusqu'à 50 vocalises différentes pour communiquer. Oui. Est-ce que des moi, je dirais vrai. Je pense que oui. Je ne sais pas si c'est pas compter 50, mais je peux parler des vocalises différentes. C'est faux, mais c'est quand même 40. 24, quand même. D'accord. Ce qui est quand même un très grand nombre. Et donc, en regardant un peu tout ça, j'ai pu voir qu'il y a vraiment des sons spécifiques. Enfin, j'ai même hésité à vous faire un blind test de sons de poule pour que vous deviniez quel message ça transmet. Mais ça, j'en connais. Alors, je connais pas les 24, mais j'en connais quelques-uns quand même. Le bruit pour appeler des poussins est très caractéristique. Quand il y a un problème qui vient du ciel, quand il y a un danger du ciel, elles font un bruit très caractéristique. Parce qu'en fait, elles ont une capacité aussi à avoir une vision très en hauteur. J'ai vu. Et donc le bruit, notamment, ça va être le coq qui va faire, mais les poules aussi, elles vont faire un bruit qui est caractéristique, c'est que le danger vient du haut. Si c'est un danger qui vient du bas, par exemple, s'il y a un chat qui traverse le jardin, ou qui même à 20 mètres, parce qu'elles ont la capacité à le voir, nous on le voit pas, elles les ont déjà vus. Et en fait, dès qu'il y a une voix, elle va faire un bruit, et ça veut dire que c'est un bruit qui vient du sol. Et voilà, donc pareil, quand elles ont pondu, souvent elles ont un bruit différent. Le coq, il chante aussi. Donc il y a quand même, je ne connais pas les 24, mais j'en connais. Et certains, à force d'entendre tellement souvent, je sais exactement. Je dis, ah là, il y a un avion qui passe, parce que c'est pas un avion, ou alors c'est un rapace, ou un héron, par exemple, qui va passer. Et c'est un bruit très caractéristique.
Et si c'est le chat du voisin, là, c'est pareil. Là, je sais tout de suite que c'est le chat. Et même, ils le reconnaissent, j'ai repéré. Parce que les oiseaux font pareil. Les merles, notamment, font des bruits très caractéristiques quand il y a un chat. Et à partir du moment où ils entendent le merle faire le bruit, elles-mêmes, elles vont déjà commencer elles ont compris ce que le merle est en train de raconter. Ah oui. Et donc, elles vont faire le bruit. Incroyable. Mais c'est incroyable. À les observer, on peut voir vraiment. Ouais. Et j'en découvre, et j'en apprends toujours, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. J'apprends tout le temps. Ouais. Oui, puis j'ai l'impression de ce que tu dis, jamais tu connaîtras tout sur les poules et sur leur manière de se comporter. C'est ça qui est cool. Donc, parce que les 24, je sais pas comment on a compté, mais moi je connais pas les 24, mais j'en connais ce nom, mais pas les 24. C'est des chercheurs aux États-Unis qui ont compté les 24. Et en fait, ça sert souvent à analyser, justement, tu parlais de bien-être et de santé de la poule, à analyser comment elle se sent en fait. Alors malheureusement, des fois dans des élevages, pour savoir un peu leur état, de pourquoi il y a des pontes, pas de pontes. Et c'est la communication, ça aide quoi. Alors que quand elles sont une poule qui est heureuse, elle a un caquettement quand il y a un rayon de soleil, elles vont faire un bruit très caractéristique. Et là, on peut dire c'est le bonheur quoi. C'est-à-dire qu'elles sont le matin, elles vont faire un bruit. Et c'est vraiment que là, c'est une poule souvent qui va en train de pondre, qui est une période où elle va pondre et elle a un bruit très caractéristique de bonheur. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est. Je trouve ça tellement poétique. J'adore le son de bonheur. Mais oui. Parce que quand elle fait un bruit, là c'est pas un bruit de danger, donc j'ai hésité beaucoup de danger, mais il y a aussi ce cri pour dire vraiment je suis super contente. Je me sens bien. C'est vraiment j'ai envie ça. de le partager. Oui, et ça se voit, elles font un bruit maximum. Incroyable. Okay. Alors, donc, je continue mon petit quiz. On passe à des petites devinettes. Ok. Je ne suis pas une star, mais sans moi, aucune poule n'existerait. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. J'ai été l'un des prédateurs dominants de mon époque. Je marchais sur 2 pattes. J'avais des dents exceptionnelles. Un raptor ? Non. Finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai bien été une star. Dans un film de 1993. Un T-Rex, Tyrannosaurus qui a révolutionné Rex. les effets spéciaux. Oui, c'était ça. C'était un T-Rex. Exactement. Voilà. Le dinosaure qui est donc l'ancêtre des oiseaux. C'est ça. Et donc des poules. Et c'est ça, exactement. Exactement. Et quand on regarde les pattes d'une poule, notamment si elle est de couleur noire, si vraiment on fait une photo d'une poule avec la patte noire, c'est assez surprenant. Presque, on voit des pattes de lézard. Ouais. Le lézard, quand même, rapproche beaucoup du. Ah oui, il y a patte noire, tu dis parce que c'est parce que les couleurs du lézard. Okay. Souvent, si vraiment on fait on vous invite à faire le test, de regarder, mais juste les pattes d'une poule à patte noire, et se dire, mais oui, c'est vraiment très proche d'une patte de lézard. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle les tarses, qui est la patte, en fait, ça ressemble à sont des écailles, en fait. C'est comme le nom de nos os, c'est les métatarses, je crois, dans la main. Ouais, les pattes, les poules. Ou dans le pied, Oui, dans les métacarpes dans la main, ouais. Je crois que c'est ça. Okay. Alors, deuxième devinette. Je suis une poule un peu naïve. Je vis dans un poulailler oppressant et je rêve d'évasion avec mes amis. Je suis la star d'un film d'animation en pâte à modeler. Moi aussi. Sorti en 2000. C'est pas Wallace et Gromit, mais c'est... Oui, c'est un peu le même style. Oui, c'est dans le même style. C'est poule, oui. C'est Apparemment... Chicken Run, je crois. Chicken Run. Exactement. Apparemment, je cours souvent. C'est très drôle, ça. Ouais, très très bien. J'ai des super souvenirs de Chicken Run. Faudrait que... Ça fait une éternité que j'ai pas. Franchement, mais moi non plus, j'en avais plus entendu parler depuis... Ouais, puis c'est une manière très particulière de faire du cinéma, faire tout à la main comme ça, pâte à modeler. Incroyable. Je ne suis pas un dessin animé, mais je suis au centre d'une comédie française culte des années 60. À cause de moi, une famille entière... Oui. C'est ça, de Louis de Funès. Oui, c'est avec Louis de Funès. Un film de Jean Giraud, sorti en 1963. Donc sur une famille qui a une poule. Je ne sais pas si tu connais, Laurent. Non, le nom me parle, mais j'arrive pas à... Et donc le nom de la poule a donné le nom du titre du film, Pouic Pouic. Voilà, je te recommande. C'est un peu un film de notre enfance qu'on a beaucoup regardé. Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé vite. C'est pour ça que c'était une petite référence. C'était pour donner au moins un point à Antoine. Et c'est une poule de compagnie de la mère de famille. De la mère de famille, c'est ça. De la femme de Louis de Funès. Qu'elle promène avec une petite laisse. Exactement, Pouic Pouic. Voilà. Exactement. Alors, mon nom est Mike. Je suis une poule réelle. J'ai été un phénomène aux États-Unis dans les années 40. J'ai même donné mon nom à un jour spécial fêté chaque année
dans la ville où je suis née, Fruita, dans le Colorado. J'ai réalisé une véritable tournée aux États-Unis où il fallait payer 25 cents pour pouvoir m'approcher. Pour quelle raison, selon vous, je pourrais être connue ? Je connais pas l'histoire. Moi non plus, je connais pas l'histoire. Qu'est-ce qui pourrait... Mais je me dis dans les années 40, t'as dit ? Oui. Est-ce que c'est justement un truc genre ça avait compté Non. Pour la guerre, non, je sais pas, non, parce que les années 40. Ah, on lui mettait un petit maillot Capitaine America. Quelque chose d'exceptionnel, non, donc c'est pas lié à la guerre. Je peux vous donner un autre petit indice, si vous voulez. Ouais, vas-y. J'en ai 2 autres encore dans ma poche. Mike. À la fin de ma vie, je m'alimente d'une manière un peu particulière. Ah, est-ce que c'est pas parce qu'elle n'avait pas de tête ? Et qu'elle vivait avec... c'est une histoire, je sais pas, qui me vient en tête, où j'avais vu, malheureusement, qu'une poule s'était fait décapiter, et qu'elle continuait, en fait, parce que le cervelet était toujours derrière, et que pendant... Oula, j'ai tapé dans le micro, pardon. et que du coup, elle continuait à vivre, malheureusement, de manière compliquée, pendant un certain temps. Je sais pas si ça a quelque chose à voir. C'est ça. C'est ça. Oh là là, putain, j'ai C'est trouvé... incroyable que t'aies l'anecdote. Mais du coup, c'est donc Miracle Mike, de son nom, qui est donc un poulet qui a survécu le plus longtemps avec la tête coupée. Il a survécu pendant 18 mois. Ah, bon, ça doit pas être beau à voir sans quand même. tête. Non. Et en fait, c'est assez horrible parce que du coup, son propriétaire le nourrissait avec une pipette directement dans l'œsophage. Voilà, je vous laisse imaginer. Et en fait, il s'en est servi un peu comme une bête de foire. Bah, Parce totalement. qu'il a voulu se faire de l'argent, il est allé voir les différents cirques, etc. Et donc, pendant 18 mois, il a réussi à la tenir Pauvre bête. survivante. Ouais. Pauvre bête, vraiment des Américains, j'ai envie de dire. Pardon pour les Américains qui nous écoutent. Ouais, je pense qu'en Europe, ils auraient pu faire ça. Ils auraient on pu sait faire pas, ça hein, aussi, mais il y a le phénomène de, ouais. Ouais, hein. de foire. Ouais. Oui. Ça me fait pas penser, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais malheureusement, avec Manon, on a assisté, quand on est parti en Indonésie, à des combats de coqs. Ah oui. Totalement c'est-à-dire qu'on est tombé, on sortait d'un temple à Bali, et on est tombé totalement par hasard. Il y avait un attroupement de gens sous une espèce de tente. On avance, et on voit que les gens donnent de l'argent, font des paris. On s'approche, et on voit qu'en fait, c'est 2 poules à qui on a mis, je crois, 2 coqs, oui, et qui on a mis une petite serpe en métal, en fait, à la patte, et horrible. Bah, l'idée, il parie sur qui va survivre, en fait, entre les deux. Voilà, et il les attise, quoi. Oui, il essaye de les énerver. Ils sont entraînés, enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, hein, mais ils ont l'air, effectivement, de les mettre dans des positions de stress importants, j'imagine, pour qu'ils s'attaquent l'un contre l'autre, quoi. Et c'est dans les hypothèses de domestication en Asie des premières poules, qui étaient des poules sauvages, en fait, des animaux de sous-bois, c'est parmi les hypothèses, il y avait à la fois c'est pas pour l'alimentation, c'était soit pour les plumes, pour l'ornement, de se dire, il y avait des plumes à récupérer parce que c'était des plumes de couleur, et les combats de coqs. C'est apparemment, donc c'est quand même très très ancien de dire, parce qu'il y avait cet instinct dans des coqs parce qu'un coq vit dans la nature avec des poules, mais il n'y a pas 2 coqs ensemble, de dire les mettre ensemble naturellement, ils se combattent. Alors dans nos élevages, c'est très important. Les coqs qui sont sélectionnés, par exemple, moi dans ma race, c'est vrai qu'on prend les coqs, moi ça m'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'on sélectionne depuis très très longtemps les coqs les plus gentils, en fait. Donc moi, les coqs viandotes sont vraiment hyper mignons, comme une poule, quoi. Il n'y a pas du tout d'instinct d'attaquer. Alors entre eux, ils vont se battre, mais entre eux, ils peuvent se battre, surtout s'ils se connaissent pas. Je vais pas dire que le race naturel, mais vis-à-vis de l'humain, ils sont très gentils. Ok. Et du coup, tu as plusieurs coqs dans ton élevage. Alors, si je peux en avoir un, si j'en ai 2 parce que là j'ai du blanc, mais ça m'est arrivé de faire aussi une autre couleur qui est la couleur originale qu'on appelle argenté liseré noir, qui est une très belle couleur aussi. Et donc là, je l'ai séparé pour la reproduction, pour éviter les mélanges de couleurs. Ils peuvent vivre ensemble s'ils sont habitués, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent se tolérer, mais voilà. Mais alors, s'ils sont frères, entre guillemets, c'est-à-dire s'ils sont puis poussés ensemble, il n'y a aucun problème. Ils vont très bien se tolérer. On peut en avoir 3 à 4, même ensemble, quand ils arrivent là. Quand je suis en fin de saison, je vais avoir une dizaine de coqs. Je peux les mettre ensemble, ils vont finir adultes ensemble. Mais ils se connaissent depuis poussin, il n'y a aucun problème. Par contre, si jamais j'en enlève un une semaine et que je le remets, c'est pas possible. Ils vont vraiment, parce qu'ils se refait une autre hiérarchie, ils ont quand même une hiérarchie entre eux, mais ils se tolèrent. Mais sinon, 2 coqs de 2 élevages différents ne peuvent pas être mis ensemble. Ça va être compliqué. Ils risquent de se battre, même s'ils vont pas jusqu'à la mort, ils peuvent se faire mal, comme vraiment.
Alors, ma dernière devinette. Mon nom est Monique. J'ai fait la une des journaux. J'ai fait la une des... Je le dis quand même pour Antoine, tu nous diras, Laurent. J'ai fait la une des journaux en 2019 pour avoir réalisé une expérience incroyable en compagnie de mon maître, Guirec. Je lui ai même sauvé la vie pendant cette aventure. Qu'avons-nous fait? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que c'est Saint-Jacques de Compostelle? Non. Non, c'est un voyage, mais c'est pas celui-là. J'avais l'impression que c'était un voyage, ouais. C'est un voyage sur l'eau, hein. C'est un voyage, voilà, il est parti en mer avec sa poule. Sur un voilier, il a fait le tour du monde, Guirec, avec sa poule Monique. Alors ils ont fait 83 000 kilomètres. C'est donc une poule rousse espagnole. Et en fait, il est parti seul avec son voilier. Il est allé chez des amis dans les Canaries. Et ces amis-là lui ont donné une poule en guise de compagnon de route, quoi. Et en fait, ils ont fait vraiment tout le tour du monde, et notamment 130 jours au pôle Nord, où il n'avait plus rien à manger, à part les œufs de sa poule. De Monique, qui a continué à pondre. Mais fallait nourrir Monique. Comment Monique était nourrie je ne sais pas. 130 jours Je pense je ne sais pas comment il était. Il doit avoir des grains. Ah oui, quand même. Mais bon, lui, il n'allait pas manger les grains, quand même. Enfin, voilà. Okay. Et donc, elle continuait à pondre 6 œufs par semaine en moyenne, ce qui l'a fait continuer à vivre. Et donc, c'est la première poule à avoir franchi le Cap Horn. Ok. Voilà, Monique. Ouais, effectivement. Pas mal de reportages. Parce qu'en fait, du coup, il a été très suivi. Oui. Je pense que la poule lui a amené énormément de... Oui. Et il a eu beaucoup de reportages, et lui-même, il documentait en fait son voyage avec sa poule. Et ouais, il dit des trucs super, en tout cas, sur elle, à quel point ça l'a aidé d'être accompagnée, et que justement, tout cet aspect d'attachement et ce lien vraiment assez incroyable. Un animal, qui ressent et qui a des émotions et qui... comme tous les animaux, en fait, on prend pas forcément le temps de les regarder. Parce que je parle de la poule, mais on peut parler d'autres animaux qui ont aussi les mêmes là, parce que je parle de ce que je connais, mais effectivement, on va retrouver, quand on les observe, des comportements. En plus, ils sont pas réfléchis, donc c'est des beaux comportements, j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Pas d'arrière-pensée, il y a spontané. Voilà, je vois ce quand tu disais maintenant que ton ami, vous savez, les poules viennent le courir là, quand elles la voient, c'est vrai qu'il y a un côté, il n'y a pas de... Ouais, puis limite à faire des câlins, quoi. Enfin, des fois, elle venait, même envers moi, qui ne les avait jamais vus, se coller à moi quand on regardait un film devant la télé et tout, quoi. C'est plus affectueux que ce qu'on pense, quoi. Je pense. Oui, en tout cas, ça dépend des races. Ça dépend sûrement. Ça dépend des races. Et c'est des manières dont si on les a élevées à la main, elles sont imprégnées par l'humain. À ce moment-là, elles n'ont plus peur, surtout si l'humain est vraiment gentil avec elles. Et donc les barrières donc elles sont après. Mais encore une fois, c'est pas toutes les races qui font ça. Il faut quand même regarder les races les plus sociables. Oui, si jamais on veut en domestiquer dans sa maison, quoi. Bien sûr. Et justement, je me demandais, du coup, tu disais effectivement, j'imagine que c'est beaucoup de travail à suivre, évidemment des coûts importants aussi. Combien de temps par jour tu passes à t'occuper de tes poules? Alors, c'est variable. En fait, on peut... alors, c'est quelques minutes par jour pour aller voir si tout va bien. C'est, je pense, sur le week-end, passer 1 à 2 heures pour nettoyer, pour remettre la nourriture pour la semaine. Après, ça dépend comment on l'organise. C'est-à-dire que si on l'organise bien, on peut pas avoir trop passé au quotidien. Et du coup, plus profiter de les voir vivre. C'est-à-dire que si on prend des mangeoires avec suffisamment de grains, il faut changer l'eau régulièrement, mais ça va vite. Ça ne se prend pas non plus. Si on est bien organisé, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser comment organiser son élevage pour que justement, ça soit moins de contraintes possible. Moi, c'est aussi comme ça que je l'ai pensé. En disant, je veux pouvoir m'absenter pendant 1 semaine et qu'elle soit bien. Donc, ça veut dire que ça oblige à réfléchir comment je vais créer mon élevage pour que ces conditions-là soient réunies. Et pareil, au quotidien, il ne faut pas que ça prenne non plus trop de temps. Mais maintenant, il y a des moments où ça prend beaucoup plus de temps. C'est quand il peut y avoir des poussins, même si une poule va s'en occuper au moment des naissances. Mais notamment quand on a 50-60, plus que pendant l'hiver où il y en a beaucoup moins, quoi. C'est ça. Mais c'est ça, effectivement. Et après, voilà. Puis après, il y a aussi des épisodes où il y a des maladies, etc. Donc là, ça devient plus compliqué. Voilà. Bon, ça, on fait tout pour l'éviter, mais ça peut arriver. Donc là, il faut... Ça t'est arrivé peut-être des épidémies qui ont touché ton élevage? Oui, ça m'est arrivé. Alors pendant très longtemps, en fait, j'avais aucune mortalité. Enfin, j'ai eu des prédations, une fois, le renard, mais aucune mortalité. Et en amenant une poule de l'extérieur, ça m'a ramené
pas mal de maladies, j'ai eu énormément de mal à m'en débarrasser. Je vais venir un vétérinaire, etc. Donc c'est toujours un équilibre fragile, mais c'est quelque chose d'assez un peu banal, mais c'est vrai que de ramener un animal qui semble sain, mais qui amène avec lui des bactéries ou des virus qu'on ne voit pas, ça déclenche quelque chose, et après aller trouver l'origine du problème et comment on le traite, ça peut prendre du temps. Et là, j'ai eu une mortalité chez les jeunes, une année assez importante, et j'ai eu un peu de mal à temps avant de le régler. Donc Est-ce que dans ces cas-là, tu disais qu'avec les autres passionnés comme toi que tu rencontres, vous partagez un peu des conseils et tout ça? Je crois que tu m'avais montré une page Facebook. Enfin, vous avez des réseaux, quoi. Oui, il y a beaucoup de réseaux. Partager tout ça. Il y a beaucoup de clubs. En fait, là, moi, il y a le club Viandotte. Chaque race quasiment a son club. Après, il y a des clubs locaux de toutes les volailles. Il y en a dans tous les départements. Puis, il y a dans le nord de la France, il y a beaucoup plus de passionnés, donc on va retrouver dans l'est et le nord de la France beaucoup d'aviculteurs, même si c'est... Enfin, je sais pas que c'est... on n'est pas en croissance quand même, parce que ça demande... Mais voilà, donc il y a des clubs locaux qui vont organiser ces expositions. Il y a des clubs de race. Et donc oui, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes Facebook, c'est tellement d'échanges. Et c'est ça, effectivement. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de ces échanges-là, notamment quand on est face à des difficultés, sur comment d'autres ont géré les choses. Et puis il y a aussi des maladies nouvelles en fait qui arrivent, des maladies qui ont avant touché d'autres continents et qui traversent. Donc quand elles arrivent, il y a toujours un temps de... Là on le voit au niveau des vaches parce que ça fait de l'actualité. C'est la même chose, c'est chez les poules. Il y a eu on parle beaucoup de la grippe aviaire chaque année, qui fait qu'il y a pas de... Il y a des expositions qui sont annulées parce qu'on interdit de fait de transporter des animaux. Donc ça d'ailleurs, au salon de l'agriculture qui a eu lieu tout récemment, il n'y avait toujours pas de vaches, de poules et de poules, parce qu'on en parle moins, mais les poules, ça a été historiquement, ce salon de l'agriculture, il y a toujours eu des poules, mais depuis quelques années, il n'y en a plus à cause de la grippe aviaire. Ok. Donc donc effectivement, pour répondre à la question, oui, il y a beaucoup d'échanges entre nous, et c'est ce qui nous permet effectivement de savoir comment éviter. Alors, quand on fait des expositions, effectivement, on s'expose à aller aussi de croiser des virus. On fait tout pour l'éviter. Et puis mais là, ce que je pense qu'il risque le plus, c'est pas de faire des expositions, c'est d'échanger des animaux en fait, parce qu'on sait pas toujours quelle est l'origine, et même les gens les plus bienveillants un animal peut être porteur sain de quelque chose et après déclencher quelques temps plus tard quelque chose chez soi. Donc c'est un risque que l'on prend. En tout cas, c'est chouette ce partage-là, et je pense qu'en fait, au final, tu as appris comme ça, à distance, je sais pas, avec Internet, parce que ta grand-mère, elle avait des poules soit, mais c'est pas elle qui t'a appris à choisir la poule, à créer un peu toute ta communauté de poules, j'ai envie de dire. C'est ça. Non, en fait, ma grand-mère, c'est vraiment l'origine de dire, c'est ma passion qui est née là, que je m'en suis pas rendu compte. En fait. C'était le lien très fort qu'on a créé avec ma grand-mère, parce que c'était vraiment quelque chose, je pense que pour elle, d'avoir un petit-fils qui était vraiment passionné par... on échangeait en permanence sur ça. Mais c'était pas forcément... Parce que la manière aujourd'hui, je vis ça. Mais par contre, ça m'a créé quelque chose de très fort. Un lien très fort avec elle. Et avec les animaux en général. Parce que là, moi, j'ai des poules. Mais c'est vrai que je pourrais aussi... si j'avais plus d'espace et puis un bassin, je pourrais avoir des canards. Enfin, voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est cette histoire de... Donc, le fait d'être connecté à la nature... d'être un passeur, de dire voilà, il y a un patrimoine génétique, j'ai envie de respecter ce patrimoine génétique, et du coup d'avoir une utilité dans ce que j'en fais, c'est-à-dire en plus de mon plaisir de les voir vivre et de les élever, de me dire j'ai aussi le plaisir de me dire voilà, il y avait une race qui existait, j'ai essayé de l'améliorer avec d'autres, parce qu'en fait on ne peut pas faire ça tout seul, pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait d'autres éleveurs ailleurs qui font aussi la même couleur que vous, la même race. Puis sinon il y a consanguinité, comme ce dont tu parlais. Pour gérer la diversité, et puis on va continuer, et d'autres continueront derrière nous. Et donc ça, je trouve ça génial, et puis voilà, de découvrir aussi comment les autres, ce qu'on est en train de dire, on raconte une passion, mais d'autres raconteraient leur passion, mais avec d'autres origines, ou le vivent différemment. Oui, mais je trouve que c'est vraiment... voilà, de voir les yeux qui brillent, qui s'éclairent, parce qu'on va parler d'histoire de poules. Bon, voilà. Alors Et tu te sens justement passeur? Est-ce qu'il y a des gens
autour de toi, je sais pas, tes enfants par exemple, qui sont intéressés? Est-ce que tes proches, tu partages cette passion-là aussi avec d'autres personnes que celles que tu rencontres aux expositions? Non, j'ai 3 enfants, il n'y en a aucun qui a la passion, mais en même temps, voilà, c'est pas. En même temps, je pense qu'une passion, ça ne se décrète pas. Oui, puis, voilà, puis moi, mais même toi, mes parents ne l'avaient pas non plus. Moi, c'était vraiment lié avec ma grand-mère, donc peut-être que ça soit des générations. Ouais. Et puis, c'est une histoire différente. C'est vrai que si j'avais pas été imprégné, moi, vivre à la campagne, peut-être que je l'aurais pas. Donc voilà, je pense que c'est des passions. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être difficile à expliquer pourquoi. Enfin, on l'a parce qu'il y a une histoire, mais est-ce que le reproduire à ses enfants? Puis je pense que j'ai pas essayé non plus à tout craindre. Par contre, ils sont, je pense, contents. Enfin, mon entourage est toujours content quand je reviens avec une plaque ou autre, parce que c'est ce qu'ils voient en fait. Oui, parce que sinon le reste c'est des contraintes. Hein. Ils te voient heureux dans ta passion, dans le fait d'avoir partagé, d'avoir passé un bon week-end, j'imagine, parce que c'est toujours des bons moments, j'imagine, d'aller retrouver d'autres passionnés comme toi. Donc, Oui, c'est ça. Je pense que voilà, quand aussi, quand on voit quelqu'un qui est passionné, qui prend plaisir à faire quelque chose, c'est plutôt sympa c'est quand même des moments plutôt positifs, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu partages même en dehors, je sais pas, à ton travail, avec tes collègues. Non, en fait, non, c'est quelque chose que je dis pas, en fait. Je ne le dis jamais. Je le dis jamais, sauf quand, je le cache pas non plus, mais je le mets pas au fronton de. Non, mes collègues, personne ne le sait. En fait, j'en parle jamais, mais. Après, ça peut m'arriver sur des réseaux sociaux de mettre quelque chose et donc après, quelqu'un peut deviner que j'ai cette passion-là. Mais non, j'en parle pas. Parce qu'aussi, je veux pas saouler les gens parce que c'est vrai que si on me branche... Par contre, j'ai des amis qui savent puis aussi, j'ai donné des poules à des personnes, etc., qui du coup maintenant ont découvert cette passion-là. Mais c'est vrai que si on branche sur les volailles, je peux en parler pendant des heures. Donc ça peut être aussi. C'est ce qui est arrivé quand on s'est rencontrés. Exactement. Voilà. Donc si on pose la question, on s'expose à ce que je parte dans mes explications à raconter. Donc je le sais. Donc spontanément, j'en parle pas. Jusqu'à ce que quelqu'un m'interroge ou va dire à quelqu'un, au fait, va lui parler de ça. Et après, on voit les vidéos des poules de Laurent et tout. C'est ça. Ouais, j'ai en tête. Oui, parce que du coup, tu partages les vidéos, c'est ça? Non, c'était pour moi. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de photos de mes poules ou des vidéos. Alors, j'aime bien, c'est vrai, quand il y a des poussins, parce que je sais que ça fait toujours, même si moi, j'en ai vu, des générations et de générations, mais si je revois là une poule avec des poussins, puis tout le monde trouve ça, je vois à chaque fois, tout le monde trouve ça formidable de voir une poule. Je pourrais te leur montrer des vidéos avec ça. Une poule avec ses poussins, j'en ai un plein de téléphone. Est-ce que c'est craquant, quoi, de voir comment une poule s'occupe de ses poussins. Et alors, comment, si quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui nous écoute, qui adore les poules, mais avait jamais pensé à l'idée d'avoir son propre poulailler et de potentiellement pouvoir aller à ces fameuses expositions dont tu parles. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur comment se renseigner peut-être déjà là-dessus? Et comment débuter? Ouais. Alors, si quelqu'un qui n'a pas de poule du tout, s'il veut se lancer dans les poules, d'abord je vais dire c'est pas compliqué, mais c'est pas non plus facile. Ça reste un être vivant, donc moi je dis toujours, c'est d'abord penser au bien-être animal. Donc, est-ce que je suis en capacité de m'occuper des poules sur toute une année, pendant plusieurs années, ça fait plusieurs années une poule, donc voilà. Donc c'est un être vivant. Est-ce que j'ai le terrain suffisant, l'espace suffisant? Est-ce que j'aurai le temps suffisant? Quand je ne serai pas là, qui va s'en occuper? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à tout ça avant de se lancer. Sur le bien-être animal, je pense que c'est le premier sujet. Oui, puis je pense que ce conseil, il est valable pour n'importe quel animal qu'on voudrait adopter. Oui. Quoi. Bien sûr, mais je le rappelle, parce qu'on peut se dire qu'un chien, mais une poule, alors autant par contre la poule, elle peut rester 2 jours toute seule, parce que l'être humain ne va pas lui manquer, alors elle ne peut pas vivre toute seule, il faut qu'il y en ait toujours au minimum 2. C'est pas un animal qui peut vivre seul, mais par contre, il peut se passer de lui pendant plusieurs jours s'il a à manger et à boire. C'est pas comme un chien. Mais pour autant, il a besoin de beaucoup d'attention et éviter qu'il se fasse manger par un autre animal. Donc c'est le premier conseil, de se dire c'est la responsabilité. Ça ne veut pas croire que c'est pas une usine à œufs. Ça c'est pas non plus parce qu'on a une poule qu'on va avoir des œufs tous les jours. Ça va dépendre de quelle race on prend. Si on prend une race industrielle, oui, on aura des œufs souvent. Si on prend une race d'ornement, on n'aura pas tout le temps. Et donc ça aussi, il faut pas être déçu non plus. C'est pas donc je pense qu'il faut bien et aussi le coût, parce qu'il faut investir dans un poulailler, la nourriture. Ouais. Donc c'est quand même coûteux, mais comme un autre animal effectivement. Donc ça premier conseil. Après, si on veut faire de l'élevage et venir faire comme moi, faire une passion, ça veut dire qu'il faut faire de la reproduction, donc avoir un coq. Ce qui est déjà un sujet, parce qu'un coq, ça chante.
Et c'est souvent ce que les gens ne veulent pas. Ils veulent bien avoir des poules, mais pas de coq, parce que le coq, ça chante. Ouais. Et tu entends le coq chez toi chanter? Oui, mais moi, le bruit du coq, c'est un bruit, c'est un beau bruit, quoi. Ouais. C'est pas un bruit qui me dérange du tout. Mais au même titre que la voiture qui roule dans la rue, ça dérange personne. Ouais. Je veux dire, parce qu'on s'est habitué, parce que c'est un bruit naturel. de fond pour nous. Enfin, Exactement. Pour moi, le bruit du coq, c'est un bruit de fond et sympathique. Donc, un bruit du coq qui chante ne va pas me réveiller. Parce que moi, c'est un bruit sympa. Et tes proches, ta famille, c'est pareil? Oui, par contre, eux, ils peuvent s'inquiéter de ce que peuvent penser le voisinage, en fait. C'est pas que ça les dérange, eux, c'est l'idée que peut-être ça peut déranger d'autres personnes. C'est ça le sujet, en fait. Et donc, souvent, les gens ne veulent pas de coq en disant « Oh là, mais les voisins, ils vont faire comment ?» Donc, c'est vrai que, on a vu dans l'actualité, dans la campagne, souvent des gens des citadins, des nouveaux ruraux qui... C'est vrai qu'on a vu des scandales comme ça, des gens qui portaient plainte et tout ça. C'est vrai. Donc, c'est pas facile. Il faut quand même le dire, voilà. Quand partir du moment où faire de l'élevage, ça veut dire qu'il faut avoir un coq. Ouais. Et le coq fait du bruit. Le coq, effectivement, à 4h du matin, il peut se mettre à chanter. Et ça veut dire que tout va bien. Moi, un coq qui chante à 4h du matin, c'est qu'il est en bonne santé, c'est que tout va bien. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais il faut pouvoir quand même prendre en compte comment le voisinage va l'intégrer. Ouais. Et alors, donc si on a la chance de ne pas avoir un voisinage trop proche, ça se gère. Mais si on est juste à côté, il ne faut pas mettre le poulailler. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, le premier obstacle vraiment à ça. Et si on arrive à passer cet obstacle-là, à ce moment-là, il faut effectivement identifier une race. Et là, il y a des clubs, il y a Facebook, il y a plein de choses qui existent, des réseaux où on explique comment rentrer dans le club. Dans les clubs, enfin voilà, comment aller faire une première exposition. Ça veut dire qu'il faut baguer les poussins, etc. Et on se prend au jeu. Et on peut aller dans ces expositions en tant que pur spectateur, devrais-je dire, ou plus oui. Et puis, il y en a toutes les semaines. Là, actuellement, quand la grippe aviaire ne bloque pas tout, il y a encore quelques concours. Après, il ne va plus en avoir. Là, on est dans les derniers. Après, il n'y en aura pas jusqu'à l'automne. Ok. D'accord. Parce qu'après, c'est l'été, c'est les saisons. Donc là, on tourne début mars. Voilà, c'est ça. Donc, il va y en avoir encore quelques-uns, mais il y en a moins. Après, l'été, il n'y en a pas du tout. Et ensuite, à l'automne, c'est les premiers concours. L'hiver, souvent les volailles sont les plus jolies d'ailleurs pendant l'hiver. Ok. Et voilà. Bon, trop bien. Chouette, on espère que quelqu'un entendra ça et sera passionné autant que tu l'es des poules. Bien sûr. J'espère aussi. Bien sûr. On va sur la fin de ce podcast. En tout cas, on était ravis de pouvoir discuter avec toi de tout cet univers. Comment tu as dit, Ivipare Avicole. N'importe quoi. Non. Ovipare, c'est les œufs, c'est qui pondent des œufs, je crois. Ovipare. Je crois, peut-être, mais je bref. crois que c'est ça, ouais. Mais oui, de l'univers des poules, en tout cas. J'étais trop contente. Aviculture. Merci à vous. C'est ça, aviculture. J'étais trop contente de vous faire vous rencontrer. Mais ravi, moi, franchement, ça m'a trop intéressé. J'ai envie d'en apprendre plus à apprendre. Puis t'as l'air, on sent que tu peux en parler encore pendant 3 heures facilement. Nous apprendre, parce que là, on a parlé d'une race de poules, mais on a bien compris qu'il y en avait plein d'autres. Bon, c'était celle qui t'intéressait, mais c'est super. Mais avant de terminer ce podcast, je vais essayer de vous faire deviner le sujet du prochain épisode. On va voir si c'est plus évident que le que dernier. Je t'avais fait la dernière fois. Alors, je suis toute oui. Je vous mets un petit son et vous pouvez tous les deux deviner. Alors, attendez, ce n'est pas ça. Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je vais faire une Manon? Parce que la dernière fois, j'ai un peu galéré avec mon téléphone à Je vais faire une Manon parce que j'ai perdu. Je vais faire une Manon, ça y est, c'est rentré dans le... Je sais pas si c'est positif. Non, c'est pas très positif. Désolé, Étienne. Ok. Ah, c'est Crazy Frog. C'est ça. On va pas parler de grenouilles, dites-moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Après les poules, les grenouilles. Je vous en remets un petit. C'est ça, c'est Crazy Frog. Oui. Donc, du coup, à part la grenouille, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Donc la grenouille, la météo, le temps qu'il fait. Certains types de musique. Ouais, c'est la musique elle-même. Les zones humides, c'est... Les zones humides. Je ne sais pas. C'est vrai que... Ouais. Ah, donc oui. C'est bien une grenouille, hein. Oui, c'est une grenouille, c'est ça. Grenouille. C'est ça, la grenouille. Et oui, je sais pas. Très bien, on verra. Peut-être qu'on parlera des grenouilles. Je sais qu'il y a une certaine... Enfin, j'allais dire une communauté, mais pas vraiment une communauté. Mais le Crazy Frog, ça a lancé des trucs sur Internet.
Donc peut-être qu'on parlerait d'Internet, on parlerait d'univers Internet, je ne sais pas. Peut-être, c'est ça que je me demande. Peut-être. Oui, de ce genre de choses, c'est ça, tu es en train de le dire à la place. Vous le découvrirez peut-être qu'on parlera de ça lors du prochain épisode ou de Laurent, totalement autre chose. Tu le découvriras à distance. C'est ça. Exactement. Trop bien. Et puis peut-être que avant de terminer cet épisode, est-ce que du coup tu as des réseaux sur lesquels, ou peut-être il y a, j'imagine, une page, comme tu disais, une page Facebook où on peut suivre pas forcément toi spécifiquement, mais l'actualité autour des poules, autour des concours de poules. Alors il y a plein de pages. Après, moi je me suis du Viandotte Club parce que c'est bien le sûr. club auquel j'appartiens. Donc là, vous pouvez trouver plein d'informations. Ah bah oui, on le partage dessus. Voilà. Ouais, on le partagera en tout cas. Très bien. Et puis, merci Laurent d'être venu. Merci à tous les deux. Jusqu'à nous. Merci Antoine d'être venu jusqu'à Orléans encore. Non, mais j'adore toujours. C'est vrai qu'on a même pas, mais c'est devenu notre studio. QG, notre QG, c'est notre QG maintenant à Orléans. Moi, je fais venir tous les gens. L'appartement de Manon et de Étienne qui prend le son et la vidéo et qu'on remercie encore. Ouais, encore merci pour cette année. Saveur Passion est filmé. Beaucoup d'efforts, beaucoup. On lui fait faire les muscles puisqu'on le fait faire transporter plein de matériel dans plein d'endroits différents. Donc voilà. C'est clair. Voilà. Donc merci encore à Étienne. À ton summer buddy, Étienne. / Pocaprod. Merci encore Laurent, merci Antoine. À bientôt pour un nouvel épisode passionnant. Et retrouvez-nous, tu l'as peut-être déjà dit. Je l'ai pas dit. Sur l'Instagram Saveur Passion, on met tous les teasers, des petits extraits, plein de petits trucs à grignoter pendant tout le mois d'attente avant l'épisode d'après. Et puis si, je crois que je l'ai dit la dernière fois, mais si vous avez des gens qui vous passionnent dans votre entourage et tout ça, n'hésitez pas à nous faire un petit message, soit Instagram, soit on a un Gmail qu'on met dans le descriptif de l'épisode. On serait ravis d'aller rencontrer ces personnes passionnantes. Voilà. Effectivement, et donc vous pouvez nous regarder sur YouTube et nous écouter sur Deezer, Spotify, et nous regarder sur Apple Spotify Podcast, aussi, c'est possible. Et nous regarder effectivement sur Spotify également. Ouais. Voilà. Ça marche, on a tout dit, ça y est, on s'améliore. Hein. On essaye, de mieux en mieux, là. Effectivement. On fait notre promo, on y arrive un peu. Ok, et merci Laurent encore une fois, c'était un plaisir. Merci, bye ciao, bye, ciao. Et je me rends pas compte à quel point une race naine, la différence entre une race naine et une race entre guillemets normale au niveau de la taille. Alors ça dépend en fait, mais là celle-ci, on va faire une poule elle va faire 800 grammes, le coq 1 kg, et en grande race, le coq il va faire 4,5 kg et la poule 3,5 kg. Dommage que vous nous quittiez. Alors que ça commençait à devenir passionnant. Oh, continuez, j'adore. Vous avez raison, je vais essayer. Oui.